Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, Bitcoin, Ether, les altcoins, dont certaines que vous me demandez d'analyser. On fera une revue court, moyen et long terme. Le marché US avec des annonces qui sont tombées récemment, un marché qui reste baissier. On verra les différents setups que je surveille, les niveaux également importants dans les prochains jours que je vais surveiller. Avant que je commence l'analyse, je tiens à vous rappeler, il vous reste 48 heures pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. Je vous rappelle, c'est l'offre du moment. Au vu du contexte de marché, beaucoup de gens sont bloqués, n'ont pas de cash à disposition pour re-rentrer sur les cryptos. Beaucoup ont pris moins 60, moins 70 sur les crypto-monnaies. Et le plus important, c'est pas de trouver la solution miracle à l'heure actuelle, mais de se poser la question pourquoi vous êtes dans cette situation. Et le but de ce programme-là, c'est que à partir de maintenant, vous soyez 100% autonome, vous prenez vos propres décisions et de bonnes décisions. C'est pour ça à l'intérieur, on voit l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics et l'analyse technique pour que tu puisses rentrer sur les bonnes cryptos au bon moment. Je te montre à quel moment tu dois prendre tes profits, comment tu dois rentrer en position. Je te partage surtout mon portefeuille crypto, comment toi créer ton propre portefeuille crypto, adapté bien sûr à ton profil, mon système de notation sur les altcoins. Je te partage mes fichiers Excel, mes outils, un programme complet, 11 modules, plus de 25 heures de vidéos, une grosse partie également sur le mindset qui va te permettre de devenir un investisseur professionnel dans les cryptos, prendre les meilleures décisions, être autonome, éviter de te retrouver dans la situation où potentiellement tu peux te retrouver aujourd'hui, c'est-à-dire avec pas mal de cryptos où tu as pris un moins 60, moins 70%, pas avoir de cash disponible et être tout simplement bloqué. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est pas de trouver la solution miracle pour t'en sortir à l'heure actuelle, mais de te poser les questions, comment tu t'es retrouvé dans cette situation et mettre des actions en place pour ne plus te retrouver dans cette situation dans le futur. En cliquant sur le premier lien en description, je te rappelle, tu as 200 € offerts à utiliser et il te reste que 48 heures. Alors, au niveau du Bitcoin, on a un marché qui reste baissier et ce qui est incroyable, c'est qu'on a des annonces qui sont plutôt bullish, dans le sens où on a une inflation qui est en baisse. J'ai vu ici un tweet passer comme quoi on aurait Poutine qui accepterait de cesser le feu. Donc c'est des annonces qui sont plutôt pas mal là-dessus, et on a un marché qui ne réagit pas, d'accord, que ça soit les cryptos, que ça soit le marché US, ce qui nous montre que même avec des annonces qui sont plutôt encourageantes, c'est pas l'annonce du siècle, hein, mais voilà, c'est des annonces qui sont plutôt quand même pas mal et qui peuvent et qui pour moi font réagir le marché. En tout cas, si on était en bull market, c'est des annonces qui feraient réagir le marché. Actuellement, rien du tout. Et honnêtement, c'est ce qui nous montre que la dynamique du marché a changé. Et pour le moment, on n'est pas dans un marché où les investisseurs veulent se positionner, on n'est pas dans un marché asset à risque, comme on aime le dire, c'est plutôt les risk-off qui prennent le contrôle à l'heure actuelle. Et ouais, c'est la vérité, c'est qu'on a Bitcoin, les altcoins, les actions, que ça soit marché US ou autre, on a beaucoup de marchés qui ont du mal, et on voit que voilà, c'est l'or qui en profite pour le moment à faire ATH sur ATH, l'or qui est une valeur refuge, et actuellement les investisseurs n'ont pas envie de s'exposer aux cryptos. Et même si on a des annonces bullish, et c'est là où ça sert à rien de commencer à se creuser la tête, à se dire oui mais je comprends pas, on a des annonces bullish, on a un Poutine qui veut cesser le feu, je comprends pas pourquoi le marché pump pas, non, le marché a toujours raison. Peu importe ce qu'il fait, le marché a toujours raison. C'est à nous de nous adapter à ce que fait le marché, et le marché ne va pas s'adapter à nous. Donc, à partir du moment où moi je vois qu'on a des annonces qui sont plutôt pas mal pour le marché et qu'on n'a aucune réaction du marché, c'est très simple. C'est qu'on a, soit on n'a pas d'acheteurs, soit on a des acheteurs, mais des vendeurs qui sont beaucoup plus présents. Et ça montre tout simplement que actuellement, le marché risk-on, donc les assets à risque, Bitcoin, les altcoins, les actions, les indices, etc., n'intéressent pas les investisseurs. Donc je vais pas commencer à être super agressif, à me dire ça y est, c'est reparti, bull market, on y va. Non, peut-être dans 5 jours, dans une semaine, dans 2 semaines, je peux pas anticiper le futur. Et comme je dis, ça peut aller très vite, des inversions de tendance, ça peut aller très très vite. Et le but c'est de ne pas être borné. Avoir un biais, qui est mon cas, bearish depuis un moment, depuis qu'on a réintégré ici, je garde ce biais bearish. Mais s'il faut changer de biais rapidement, en 1 ou 2 journées, si j'ai des signaux extrêmement favorables, un break des 95 000 $ en une journée, je change de biais rapidement. Changer de biais, c'est pas me positionner non plus n'importe comment. C'est pas pour ça que je vais long ici, levier x100. Non, mais déjà, au moins j'aurai un biais plutôt bullish. Mais changer de biais rapidement. Ce qui n'est pas mon cas actuellement. On reste ici dans une trend qui est baissière. Bien sûr, dans une dynamique de fond haussière, là il n'y a pas de souci, avec des creux majeurs qui sont de plus en plus hauts, mais dans une trend secondaire baissière. Donc voilà, je préfère patienter, et sur le Bitcoin, ça reste similaire, on met des moyennes mobiles, et on voit qu'on se fait toujours
rejeté dans le tunnel 1 heure depuis ces derniers jours. Mercredi, jeudi, là on se fait rejeter à plusieurs fois et on est à l'intérieur d'un range. Ça ne change pas, on revient chercher ici l'extrémité basse du range qui peut être une bonne zone pour chercher des achats, mais sur une unité de temps inférieure. Personnellement, je préférais avoir une réaction acheteuse, une structure de retournement, ça peut être un ravalement, ça peut être une prise de liquidité, réintégration, mais quelque chose qui me montre que, ok, on a de la demande. Et ça peut être un ravalement, le fait d'avoir plusieurs mèches comme ça peut nous montrer qu'on a des tentatives de break à chaque fois repoussées par les acheteurs. Il y a plusieurs types de réactions acheteuses. Automatiquement, plus la pattern est grosse, plus la réaction acheteuse est importante. Automatiquement, une structure en W est beaucoup plus puissante qu'un ravalement. Ce qui est tout à fait logique, parce que automatiquement la pattern va mettre plus de temps à se créer, et ici on a beaucoup plus de vendeurs qui sont piégés, parce qu'au final une pattern en W que j'aime trader et que je trade énormément, c'est tout simplement une phase de consolidation. Ici, on va voir une zone de combat entre acheteurs et vendeurs, et au moment où on break, on a tout simplement des acheteurs qui gagnent. Et le fait d'avoir des acheteurs qui gagnent, ça nous dit qu'on a des vendeurs qui perdent. Des vendeurs qui perdent, c'est des vendeurs ici qui ont la tête sous l'eau. C'est-à-dire qu'ils ont des positions qu'ils ont prises sur les contrats perpétuels qui sont tout simplement en perte. Et un vendeur qui clôture sa position, c'est un futur acheteur. Et c'est comme ça qu'on a des niveaux de support et de résistance qui se créent. C'est-à-dire que quand on a ici une phase de latéralisation, un range, et qu'on le break par exemple par le bas, dans toute cette zone-là, ici, et je peux mettre par exemple un volume profile, ça va me dessiner globalement quelque chose comme ça, ok, classique, avec un poke vers le milieu, la value area low ici, la value area high à ce niveau-là, et à l'intérieur, on a des acheteurs et des vendeurs. Les vendeurs, potentiellement, ils vont prendre leur profit, ce qui peut provoquer un ralentissement de la tendance baissière, et si on revient chercher ce niveau-là, à ce niveau, ici on a des acheteurs, là on a des acheteurs également ici. Quand on break comme ça par le bas, ces acheteurs-là, ils sont en perte, ils ont la tête sous l'eau. Certains, ils vont prendre un SL, certains, ils vont se faire liquider, certains, ils vont clôturer leur position manuellement, mais d'autres, ils vont garder leur position. Et le fait de revenir chercher ce niveau-là, automatiquement, quand vous avez passé des jours, des semaines, voire des mois en perte, et qu'on vous propose de sortir à break-even, ça veut dire un break-even, c'est aucun gain, aucune perte, vous sortez à BE, comme on le dit en trading, c'est une opportunité que beaucoup d'acheteurs saisissent. Et du coup, quand on revient chercher leur prix d'entrée, les acheteurs qui clôturent leur position, un acheteur qui clôture leur position, qu'est-ce que ça fait ? C'est une vente au marché, automatiquement. Et c'est pour ça que des niveaux de support, on les flippe en résistance. Parce que, les vendeurs vont surveiller ce niveau-là pour le maintenir, parce qu'ils ne veulent pas le réintégrer, et les acheteurs qui étaient positionnés, ils vont clôturer une partie, voire la totalité de leur position, ce qui va faire également pression vendeuse. Donc voilà, ça c'est un point important, c'est un point à comprendre, et pour le moment on est sur un bas, comme je l'ai dit, sur un bas de range, mais ce que j'aimerais c'est ici avoir une pattern de retournement. Si le niveau ne tient pas, et techniquement dans une tendance baissière, on a plus de chances d'aller chercher ce niveau-là que ce niveau-là, automatiquement. Partez toujours du principe que la tendance c'est votre ami. Cherchez toujours à jouer dans le sens de la tendance. Alors je dis pas que c'est impossible de trader à contre-tendance, et il y en a qui tradent à contre-tendance et qui sont rentables comme ça. Je dis juste que vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir un taux de réussite intéressant et de plus être rentable en jouant dans le sens de la tendance, parce que comme je l'ai dit, la tendance est votre ami. Donc à partir de ce moment-là, dans une tendance, on a plus de chances, donc ici dans une tendance baissière, on a plus de chances de casser les creux, comme on a fait ici, comme on a fait là, comme on a fait ici, là on est revenu chercher ce creux-là, voilà, on a plus de chances de casser les creux que de casser les sommets. Parce que les sommets, logiquement, ils sont protégés. Si on casse un sommet, ce sommet-là, c'est exactement ce que je vous dis, ça nous indiquerait tout simplement qu'on inverserait notre dynamique qui est baissière et qu'on passerait au-dessus d'un sommet important. Et là, je changerais de biais. Pour le moment, ce n'est pas le cas, et selon moi, on a plus de chances de revisiter ce creux-là. Maintenant, si on doit revisiter ce creux-là, ce qu'il faut regarder, c'est la réaction qu'on a. Vous voyez ici, je vous l'avais dit en plus, j'avais fait une vidéo peut-être par là, j'avais dit, je crois que c'est ici, le 8 mars, je vous ai dit, si je dois chercher des longues en contre-tendance sur le Bitcoin, c'est à deux niveaux, soit le niveau des 78 000 $, soit le niveau des 81 000 $. Et ce que je veux, c'est une réaction acheteuse. Ici, 80 000 $, pas de réaction acheteuse, on voit qu'on clôture en dessous, on enfonce. Là, vous voyez 78 000, vous voyez la différence, c'est qu'au moment où on y va, on a directement une réaction acheteuse, parce qu'on a une mèche qui représente 50% de la bougie, chose qu'on n'a pas ici. On y retourne une deuxième fois, on a encore une mèche qui représente 50% de la bougie, et en plus on clôture dans le vert. Ça nous montre que là, on a de la demande. Donc là, ça va être quelque chose d'un peu similaire, c'est-à-dire que si on doit faire un creux à nouveau plus bas,
bah, je vais surveiller au moment où on va chercher ce creux-là, la réaction acheteuse qu'on va avoir. On peut être dans un range typique de ce range-là. C'est-à-dire que si je prends les creux, voyez, à chaque fois qu'on est venu chasser les creux, on a eu des réactions acheteuses. Ici, légèrement, on a été encore plus bas, mais on voit que à chaque fois sur ces creux-là, on a des réactions acheteuses. Vous voyez ici, réaction acheteuse à nouveau, jusqu'à temps de ne plus faire de creux plus bas que le précédent. On voit que tous les creux, on a eu des réactions acheteuses. Donc, si je devais trader en contre-tendance, c'est comme ça que je me positionnerais. Maintenant, on attend la réaction acheteuse, on ne l'anticipe pas, parce que pareil, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant, sous ces creux-là, on a des stop-loss de longues, des longues qui sont positionnées ici et qui ont un stop-loss à ce niveau-là. À partir du moment où on a un stop-loss qui se déclenche d'un long, c'est une vente au marché. Quand on a une vente, automatiquement on a en face une contrepartie, on a un acheteur. Dites-vous, un vendeur est égal à un acheteur. Quand vous achetez un bitcoin, en face il y a quelqu'un qui vous le vend. Quand vous vendez un bitcoin, en face il y a quelqu'un qui vous l'achète. Donc quand on va déclencher les stops à ce niveau-là, ce qu'il faut regarder c'est la réaction. Si on a plein de stops qui se font déclencher, plein de bitcoins du coup qui sont vendus, les acheteurs, faut voir à quel moment ils se positionnent. Si on n'a pas d'absorption ici, on n'a pas de buy limit qui vont tout simplement absorber les sell market qui vont s'exécuter, et ben on va baisser, jusqu'à trouver une contrepartie. Et c'est pour ça, des fois, on a des short squeeze ou des long squeeze, c'est qu'on a tellement de déclenchement de position, de liquidation de stop loss, tant qu'on n'a pas de contrepartie, et ben le marché il va pousser jusqu'à trouver cette contrepartie. Par contre, si on a une contrepartie, comme on a eu ici, ça veut dire qu'on a tout simplement de l'absorption. Et ça, c'est ce qu'on veut si on veut se positionner en tant qu'acheteur sur ce niveau-là. Donc globalement, c'est une zone intéressante pour se positionner dans la contre-tendance, uniquement si on a une réaction acheteuse. Et sinon, si on n'a aucune réaction acheteuse, bah là le prochain niveau il sera clair, hein. C'est les 72 000 dollars. Voilà de mon côté sur le Bitcoin ce que je surveillerai, et puis après sinon c'est classique, si on retrouve un flux baissier, bah, les pullbacks dans le tunnel 15 minutes seront des opportunités de short, tout comme depuis un moment les pullbacks dans le tunnel 1 heure sont des opportunités de short. Là on voit qu'on avait une bonne dynamique qui était baissière, avec le 15 minutes qui faisait office de résistance, on regagne le 15 minutes, on voit qu'on le flippe légèrement en tant que support, on rentre surtout dans un range avec un 15 minutes qui est plat, après c'est le 1 heure qui fait office de résistance. On se fait rejeter, on repart dans une dynamique baissière, on a des chances d'avoir un 15 minutes qui fait ça, et un cours qui vient le taper, qui repart, qui le tape, pour potentiellement poser ici un bottom. Dans tous les cas, si je dois chercher des shorts, c'est assez tôt dans une tendance baissière, peut-être ici, peut-être là, mais après qu'on arrive chercher des niveaux beaucoup trop bas, c'est compliqué de chercher des shorts, sachant qu'on est également sur un niveau de support. Voilà de mon côté sur le BTC. Au niveau d'Ether. Alors, Ether, globalement similaire que le Bitcoin, mais en plus faible, puisqu'il est toujours à l'intérieur d'un range, avec pareil, toujours un tunnel 15 minutes qui fait office de résistance. C'est pour ça que je vous dis, la tendance est votre ami. Déjà, vous avez un point de repère qui est clair. On voit que les mouvements baissiers, dans cette tendance, sont beaucoup plus importants, ici, que les reprises haussières. C'est-à-dire que là, on voit qu'on a ici un moins 8%, bah, la reprise elle est beaucoup plus légère, plus 5%. Là on voit qu'on a une baisse, très bien, moins 10%, ok, reprise, plus 6%. La baisse, moins 16, la reprise, plus 10. Donc on voit automatiquement que c'est typique d'une tendance baissière. Les impulsions, ils sont beaucoup plus importants à la baisse, et les impulsions haussières sont beaucoup plus faibles. Logique d'une tendance baissière. Donc contre-tendance pourquoi pas, mais plus de chances d'être dans le sens de la tendance. On voit bien que là, depuis quelques jours, tous les pullbacks, tunnel 15 minutes, ça se short. Ça se short, ça se short, ça se short. Et en plus, à chaque fois, on a quand même des belles réactions vendeuses. Là, on peut pas, il y a des charts qui sont plus compliqués à analyser, mais à chaque fois, on a des réactions vendeuses. En plus, on avait un point pivot daily à ce niveau-là, un point pivot daily également à ce niveau-là, et si on regarde les réactions vendeuses, bah là, déjà, on a une pattern de retournement, une pattern de top. Ici, on a quand même une bonne réaction vendeuse dans le sens où on a tentative de break par le haut, prise de liquidité, ravalement baissier. On le voit ici à ce niveau-là. Là, à ce niveau-là également, on a une mèche assez importante et réaction vendeuse. Et si on veut attendre un signal un peu plus puissant, on peut attendre de break un précédent creux, d'avoir un ravalement. Bon là, on n'a pas eu spécialement de ravalement. Ici, on y retourne. Hop. On voit que on a un ravalement à ce niveau-là, on a un ravalement à ce niveau-là. On voit qu'on a des mèches ici qui se font rejeter à chaque fois, une mèche haute, ici une mèche à nouveau, on voit qu'il y a ici une réaction vendeuse, il y a de l'absorption, on empêche les acheteurs de pousser, et ici on voit pareil, une mèche assez importante qui vient prendre toute la liquidité ici, c'est ce que je vous enseignais avant, juste là on a des stop loss de short, le fait de déclencher ces stop loss
on a tout simplement des buy market qui s'exécutent parce qu'un vendeur qui clôture sa position, il rachète. Du coup, on peut avoir un potentiel short squeeze, sauf que ici on voit bien qu'on a de l'absorption de ces ventes qui sont, de ces achats plutôt, de ces rachats de position qui sont absorbés par des vendeurs. Donc on voit à chaque fois sur Ether, c'est assez flagrant qu'on retourne chercher son tunnel 15 minutes, on a plutôt une bonne réaction vendeuse. Donc pareil, sur Ether, vaut mieux faire la continuation de tendance à la baisse. Là, je parle vraiment sur du court moyen terme. Maintenant, si je reprends ici sur du long terme, on revient chercher des premiers niveaux intéressants. Après un long moment sur Ether, on revient chercher des premiers niveaux intéressants pour se positionner vraiment sur du long terme. On m'a demandé, parce que j'ai un peu dit comment je me positionnais sur Ether, Bitcoin, où je vous ai dit je me positionne en 2 fois. La première fois, c'est une faible partie de mon exposition. En fait, je me positionne en 2 fois, pour faire simple. La première fois, c'est une faible partie de mon exposition. Quand je dis de mon exposition, c'est admettons, je dis une somme comme ça, je veux mettre 50 000 $ sur Ethereum. Eh ben, je vais diviser ça en 2 fois, donc une fois pour cette partie-là et une fois pour cette partie-là. Dans cette partie-là, admettons, je vais prendre 10 000 $. Et ça va être une faible exposition puisque ça représente ici que 20%. Donc je vais avoir 20% qui va tout simplement être déployé en ordre, en mode épuisette sur des niveaux pertinents. Globalement Ether dans cette zone-là. Et ensuite, je vais garder 80% de l'investissement que je veux mettre dans un actif qui va être au cas où on va plus bas ou au cas où on pose un bottom. Ce qui me permet de re-rentrer légèrement mais sans que ça impacte énormément mon capital au cas où on baisse, parce que ça représente que 20%. Et c'est pas tout blanc tout noir, c'est pas soit je all-in, soit je suis à 100% en dehors du marché. Et c'est pour ça que, après quand même une baisse assez importante sur Ether, après un retour sur des niveaux, pour moi, des ordres épuisettes sur ces niveaux-là jusqu'à 1600 $ de mon côté, ça devient intéressant. Et globalement, c'est actuellement ma stratégie que je fais sur Ether, que je fais sur BTC, que je fais sur Solana et que je fais sur Hyperliquid. J'ai une très faible partie, comme j'ai dit, de mon exposition qui rentre en mode ordre épuisette. Et je garde une très grosse partie pour le moment, je préfère patienter, parce que comme j'ai dit, on est dans un contexte qui est pas facile, avec un marché qui est bien baissier, et je préfère soit rentrer plus bas, et ne pas trop immobiliser mon capital et être bloqué, soit limite rentrer plus haut, mais avoir une pattern de retournement, une réaction acheteuse. Voilà, c'est un peu, en ce moment, ma stratégie. Je me positionne pas sur les altcoins à faible capitalisation, parce que pour moi, on n'est pas ici dans une bonne période pour les altcoins, c'est un peu, il y a eu des phases où on pouvait se positionner sur les altcoins, actuellement pour moi c'est trop compliqué. Donc voilà, pour BTC Ether, comme j'ai dit, Solana et Hyperliquid, pareil, Solana, j'ai des premiers ordres sous les 120 $ qui sont faits exécuter, et j'ai des ordres comme ça, 80 $ jusqu'aux 80 $ qui sont en attente. Et comme je l'ai dit, ça représente qu'une partie de mon exposition que je veux allouer à cette crypto. Après, je garde une partie plus importante au cas où on pose un bottom, ou au cas où on a un prix qui va plus bas. Le but, c'est de ne jamais être bloqué dans le marché, avoir tout son cash, parce que c'est là où on manque de flexibilité et on subit le marché. Faut pas le subir, le marché. Au niveau des altcoins qu'on m'a demandé d'analyser, j'avais Jup. Alors, Jup, c'est assez simple, c'est que le nombre de fois où il y avait des opportunités de long sur un bad range, très visible. Hein. Le bad range, on peut pas dire que ce bad range n'est pas visible. Et même si je prends large pour vraiment prendre un gros niveau, voilà, on le voit. Et si vous avez du mal, c'est similaire. Vous prenez un volume profile, prenez tout le range, voilà, c'est très visible. Value area low, tout ce qui revient en dessous, on est sur un bad range, c'est une bonne zone. Soit vous positionnez en dessous la value area low, soit vous attendez des réintégrations de cette value area low pour aller chercher l'extrémité opposée. On voit qu'à chaque fois, bonne réaction acheteuse. Maintenant, est-ce que j'ai envie de me positionner maintenant sur Jup? Absolument pas. Là, on vient de break ce range. Et tant qu'on ne l'a pas break, on peut pas savoir s'il va break. Et on part toujours du principe qu'il va tenir. Et honnêtement, si à chaque fois qu'on revient chercher ce niveau-là, vous prenez une position longue, super, là vous prenez un stop loss, c'est sûr, vous prenez une perte. Par contre, vous prenez des gains ici, ici, ici. Allez, même si vous vous êtes pas mis au début, parce que le range il était pas facile, donc cette partie-là vous l'avez pas, cette partie-là non plus, vous commencez même ici. Voilà. Donc déjà vous commencez un peu tard, mais vous commencez quand même. Là il y a de quoi faire, là il y a de quoi faire, même ici il y a de quoi faire, ici légèrement, allez, même au pire vous prenez une perte ici, vous en reprenez une deuxième, mais si vous gérez bien votre risque, si vous avez un bon risk reward, ces gains là, ici et ici et ici, compensent largement. Donc maintenant sur Jup, qu'est-ce que j'en pense? Oui, c'est moche, on vient de casser un range par le bas, on passe d'une phase de latéralisation à une dynamique qui est baissière. Si je mets ici des moyennes mobiles, on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, l'action du prix est baissier, je vais pas chercher des longues ici. Donc soit pour chercher des longues sur du long terme, j'attends une pattern de retournement et une phase ici de latéralisation qui me montre qu'on aura posé un bottom, soit je short dans le sens de la dynamique, je peux faire les deux, hein. Je peux chercher des shorts tout en attendant sur des positions spot parce que j'estime que Jup est intéressant.
Bon, ça c'est à vous de voir, si vous estimez que Jup est intéressant, mais admettons le fonda vous plaît, potentiellement vous pouvez vous positionner. C'est pas la crypto dans laquelle je cherche à me positionner, mais je disais que si, admettons, je trouvais que Jup était intéressant d'un point de vue fonda, Jup n'a pas un fonda qui est dégueulasse, c'est juste que pour le moment je préfère attendre pour me positionner sur ce type d'alcoin qui reste assez jeune. Je préfère avoir ici une pattern de retournement. Maintenant également, au cas où on a une réaction assez importante, si on a ici une réintégration, mais ça doit se faire rapidement. C'est-à-dire que là, la réintégration, elle doit se faire cette semaine ou alors la semaine prochaine. Là, je suis en weekly, faut pas passer 6 bougies en dessous et après faire une réintégration. Non, la réintégration, elle se fait vite. C'est soit cette semaine, soit la deuxième, mais pas plus. Un peu comme Chainlink. Et Chainlink ici, tac, un range très bien défini. On break par le bas, passe une bougie en dessous et ensuite on réintègre. Ça, c'est une bonne réintégration. Si on avait passé 5-6 bougies en dessous, j'aurais été moins fan. Parce que une réintégration, ça doit se faire quand même assez vite. Voilà pour Jup. On m'a demandé également Dodge. Bon, Dodge, on est dans un gros range long terme et on commence à revenir chercher des niveaux intéressants, mais pour moi, les vrais niveaux intéressants, c'est le niveau des 10 centimes. Alors, on n'en est pas très loin, mais idéalement, on veut maintenir ce niveau-là. Parce que là, c'est un pivot clé, c'est une bonne zone de polarité où on a fait souvent office de résistance, on a posé un gros bottom ici, on voit qu'on est revenu chercher ce niveau-là, on a reposé un bottom ici, plutôt court moyen terme, et on a décollé. C'est un niveau où on ne doit pas réintégrer. Si Dogecoin réintègre ce niveau-là, pour moi, c'est pour revisiter le bad range au niveau des 5 centimes. Après, ça reste un meme coin, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de fonda, c'est la communauté qui le pousse. Maintenant, ça reste une crypto qui, même quand on n'a pas spécialement une big altcoin season, il a le potentiel de faire un x7. Et on parle pas d'un x7 sur une faible crypto, faible market cap qui sort de nulle part. On parle quand même d'une crypto à forte capitalisation, ce qui n'est pas rien. Il y a une différence entre faire un x7 sur Dogecoin et faire un x7 sur la crypto top 300 de coin market cap. Ça n'a rien à voir. Maintenant, on est dans une dynamique qui est baissière, on le voit bien avec le changement de structure ici, creux et sommets de plus en plus bas, et là on continue les creux et les sommets de plus en plus bas. Pareil, si je mets des moyennes mobiles, on est baissier, et dans ce genre de configuration, on cherche plutôt des shorts. On voit bien ici le changement entre la hausse, le perd du 4 heures, on rentre dans une phase de latéralisation, et là on perd le 1 heure, le 4 heures, et depuis on repasse pas au-dessus du 4 heures, donc ouais, bonne tendance qui est baissière. Voilà, globalement, c'est les deux altcoins, je crois que j'avais en tête que vous m'avez demandé d'analyser. C'était même pas sur YouTube, c'était sur Discord, mais vous pouvez mettre en commentaire celles que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Au niveau du marché US, ça continue de dégringoler, ça continue un peu de paniquer. Après, il y a toujours eu des baisses sur les marchés. Maintenant, je vous ai dit, moi honnêtement, si je devrais me positionner, je trade très peu les marchés US, ça m'est déjà arrivé quelques fois, mais c'est hyper rare. Si je devais me positionner sur du long terme, à partir de moins 20%, je vous l'ai dit, ça devient intéressant. Là, on est à moins 10, on pousse moins 20. En général, moins 20, tout le monde parle de bear market, de fin. Ça commence à, historiquement, les moins 20%, ça arrive pas non plus tout le temps, peut-être toutes les 3 ans, je dirais, un truc comme ça. C'est assez rare, ouais, 2 ans et demi, 3 ans. La dernière fois, c'était ici, vous voyez. La dernière fois, c'était ici, c'est souvent des bonnes opportunités. En plus, si je prends ici le moins 20%, nous fait arriver là, c'est presque en confluence avec ce précédent sommet. On est sur des niveaux de retracement technique intéressants. Ouais, 0,5 de retracement, premier niveau pour potentiellement se positionner. Et là, par contre, voilà, partez du principe que, en fait, beaucoup de gens ont vendu depuis, je vois ça surtout depuis 2021, 2022, le DCA sur le S&P. Il n'y a pas de mal de faire ça si vous avez vraiment une vision très long terme, 30, 40 ans. Mais quelqu'un qui a besoin de son cash, qui rentre là sur le S&P, et qui a besoin de son argent dans 3-4 mois, c'est une erreur. Même dans 1 an, 2 ans, c'est un peu une erreur. Parce que le marché peut range pendant un moment. Et là, on est sur des ranges quand même court terme qui débutent en 2022, qui se terminent en 2023, mais on peut prendre des ranges qui ont duré ici 13 ans. Ce qui est totalement différent. Et si vous acceptez d'avoir un capital qui ne fait pas grand chose pendant 13 ans, ok, dans ce cas-là, faites votre DCA. Si vous croyez à l'économie et si vous croyez aux États-Unis, il y a de grandes chances que dans les 20-30 prochaines années, on a un S&P qui soit plus haut qu'à ce niveau-là. Par contre, rien ne nous empêche pendant 5-10 ans d'avoir une phase de consolidation. Et tout est une question de pour combien de temps vous immobilisez votre capital et l'argent que vous investissez, vous devez pas en avoir besoin. Et c'est pareil quand vous investissez en crypto sur du long terme, l'argent que vous investissez, vous devez pas en avoir besoin. Et souvent, ceux qui paniquent, c'est ceux qui sont en surexposition, qui ont trop d'argent investi et qui sont en perte et qui se demandent quoi faire parce qu'ils ont besoin de cet argent-là. Et ça, c'est le pire scénario. Donc voilà, pour moi,
tendance baissière. Pour le moment, il n'y a aucun signal de retournement. On reste baissier avec des moyennes mobiles, pareil, bien orientées à la baisse. On le voit bien, 15 minutes qui fait office de résistance depuis un moment. On a une traîne baissière qui est très forte, un momentum très fort sur les SP500 parce qu'on voit que on n'a aucun retracement, on n'a pas de dessoufflement, on a des vendeurs qui maintiennent bien la baisse. Donc pour le moment, je reste baissier jusqu'à preuve du contraire. Voilà mon avis sur les marchés. Pas grand chose à dire, enfin pas grand chose. À chaque fois je dis ça, à chaque fin de vidéo je dis pas grand chose, c'est juste que j'ai tout dit. C'est surtout ça je devrais dire. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Comme j'ai dit, si vous voulez profiter de l'offre en cours, il vous reste 48 heures. Je vous laisse cliquer sur le premier lien en description. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.